directeur de recherche à l'INRA. Je travaille dans un laboratoire de physiologie des poissons. Ma spécialité, c'est adaptation et stress. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de l'INRA, de travailler sur une expertise sur la douleur animale et plus récemment, donc l'expertise sur la conscience chez les animaux. Voilà. Bonjour, Pierre Leningre, je suis rayé des caves, ex-INRA, et en passant par la fin, j'ai piloté 2 expertises qui est assez anormale, l'une sur la conscience et l'autre sur la douleur animale, qui m'ont sûrement changé la vie. Et puis j'ai été à divers titres au niveau européen et français impliqué dans des expertises des agences correspondantes sur des questions de bien-être animal plutôt, c'est mon fonds de commerce. Et mon thème de recherche était un peu décalé, c'est-à-dire que je me suis occupé des relations entre les animaux et entre eux et avec l'homme, chez des bovins et des ovins, en particulier sur le comportement maternel et des relations homme-animal, avec une préoccupation concernant la variabilité génétique de ces animaux. Voilà, c'est mon parcours entre hommes. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'ai été aussi directeur de recherche INRA. Ma formation et ma spécialité sont les neurosciences et j'ai été impliqué à 2 reprises également dans ces expertises collectives menées par l'INRA. La première sur la douleur chez les animaux et la seconde, la présente que nous allons vous présenter rapidement, sur les formes et les contenus de conscience chez les animaux. En termes d'axes de recherche que j'ai pu être amené à conduire, il s'agissait d'une part de neurobiologie sensorielle, le fonctionnement des horloges circadiennes dans le système nerveux central. Vous en avez peut-être entendu parler, puisque l'un des prix Nobel de médecine de l'an dernier a été décerné à 3 chercheurs américains qui ont travaillé sur les horloges biologiques. Moi, j'en ai fait pas. Et puis, plus récemment, je me suis orienté vers ces questions dites de bien-être animal, mais en les abordant par une approche très réductionniste, qui est celle du neurobiologiste, qui cherche à voir quelles sont les composantes, par exemple, de la douleur chez les animaux et maintenant de la conscience. Merci Jacques. Donc, vous le voyez, j'ai choisi 3 babouins mâles d'un certain âge. Donc, je m'en excuse en termes de parité. Mais effectivement, on aura peut-être d'ailleurs l'occasion de voir si le regard des mâles et des femelles sont les mêmes sur ces questions. Dans nos cohortes, voilà. à l'époque, il y avait... Voilà, mais donc sans perdre plus de temps, je vais passer la parole à Patrick Prunet pour son introduction. Bonjour, donc écoutez, merci d'être venu nous écouter. Apparemment, il semblerait que ce soit un thème qui intéresse. Donc on va se mettre en 4 tous les 3 pour essayer de vous faire quelque chose. Alors, donc aujourd'hui, 3 intervenants. Moi, je vais démarrer. Ensuite, il y a Jacques qui interviendra et c'est Pierre qui conclura. Vous verrez les trois axes de présentation qu'on vous a présentés. Avant d'attaquer le dossier, il est important de repréciser que tout ce travail qu'on va vous présenter aujourd'hui est issu des réflexions d'un groupe, qui est un groupe qui a été réuni dans le cadre d'une expertise collective INRA. Donc c'est l'INRA qui a mandaté ce groupe pour faire cette expertise. Donc je vous rappelle, une expertise, ça signifie qu'on prend toutes les données qui existent dans la littérature, on les analyse et on essaie de donner des conclusions. Et on essaie de ne pas donner les conclusions qui sont demandées par le mandataire de l'expertise, parce que quand même on est des fonctionnaires et on est des agents qui sont sérieux. Donc ici, c'est important de bien, je ne veux pas lire la liste de tout le monde, mais il faut bien prendre en compte que ce travail, c'est la somme de toutes les réflexions du groupe qui est présent ici. La deuxième chose, c'est que ce travail a été publié dans le cadre du journal de l'EFSA, qui était l'EFSA, l'agence européenne qui a financé ce travail. Et vous trouverez toutes les informations sur la publication, plus un résumé de l'expertise collective. C'est les petits fascicules qui sont ici. Donc là, ça vous donnera déjà l'information. Et si vous êtes un petit peu patient, à l'automne prochain,
on va sortir la version française de cette expertise dans les éditions Quae, et on est en train de travailler dessus ardemment pour essayer de boucler ça en temps en heure. Normalement, c'est prévu pour l'automne prochain, donc une version en français dans les éditions Quae. Voilà, c'est donc le semaine de travail. Ok, donc je vous propose d'attaquer tout de suite. Et vous aurez aussi le point d'accès à une bande dessinée qui a été publiée, qui résume aussi, voilà, qui présente aussi des éléments forts de cette expertise. Donc on communique beaucoup autour de cette expertise, de ce travail d'expertise. Ok, donc dans la première partie de ce que moi je vais vous présenter, je vais essayer de vous synthétiser, de vous donner quelques grands éléments. Ça n'a pas vocation à vouloir être exhaustif, mais quelques grandes idées importantes sur les aspects, disons, les plus scientifiques, biologiques, sur la conscience chez les animaux. Alors, c'est censé bouger? On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Non, c'est pas grave. Alors, pour démarrer, ce qui me paraissait important, c'est qu'on se mette bien d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par le mot conscience. Alors, c'est comme vous vous en doutez, c'est un terme qui a été très, très bien défini chez l'homme, donc expérience subjective, donc subjective ou phénoménale, ça c'est je dirais le jargon un peu philosophique. Expérience subjective, c'est-à-dire que c'est votre expérience à vous et qui n'est pas une expérience objective ex nihilo, c'est l'expérience de chaque individu que nous avons de notre environnement, notre corps ou nos propres connaissances. Donc c'est vraiment, dans la définition chez l'homme, une représentation fonctionnelle et subjective du monde qui nous entoure. Qu'en est-il chez les animaux? Chez les animaux, on va partir sur une logique qui est tout à fait identique, à savoir définir la conscience comme une expérience là aussi subjective que les animaux ont de leur environnement, de leur corps et de leurs propres connaissances. Donc clairement pour nous, la définition du mot conscience chez l'homme et chez l'animal. La deuxième idée qui est importante aussi d'avoir et qui justifie un peu tout le travail que l'on va vous présenter ensuite, c'est qu'effectivement le langage n'est pas un prérequis indispensable. On peut étudier chez les animaux la conscience même s'il n'y a pas de langage. Vous verrez après rapidement comment on explique et on justifie ça. Alors, très rapidement, pour comprendre aussi la démarche, un peu la logique, la démarche que nous avons mis en place, comment a été, et c'est une partie qui est présentée dans notre expertise, comment a été approché le phénomène de conscience, je dirais, d'un point de vue philosophique. Alors, si on prend de manière très, très schématique les informations qui sont disponibles, la réflexion qui existait à l'époque des sociétés grecques, de la culture grecque à l'époque d'Aristote, on voit qu'à l'époque, il y avait effectivement des connaissances en biologie qui étaient extrêmement faibles et des connaissances, au contraire, philosophiques qui étaient dominantes, et l'ensemble de ces connaissances était centré sur Homo sapiens. On parlait de la conscience chez l'homme. Entre cette période-là et la période actuelle, évidemment, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'évolutions dans les réflexions se sont passées, et pour résumer la situation, un des derniers, une personne référente, un éthologiste, philosophe, qui est une personne importante et référente en termes de conscience chez les animaux, parle de la conscience aussi bien chez l'homme que chez les autres espèces animales, avec évidemment beaucoup plus d'informations dans le domaine biologique, qui est vraiment à l'aube du XXe siècle et du XXIe siècle, le domaine qui a complètement explosé des connaissances en biologie par rapport aux connaissances en philosophie. Ce qui fait qu'actuellement, on peut proposer les considérations suivantes qui ont été à la base un peu de notre réflexion. Alors, je pourrais dire qu'il y a deux angles d'attaque quand on essaie de parler de conscience chez l'homme et chez les animaux. Il y a premièrement des considérations philosophiques. La considération philosophique, ça consiste à dire chez l'homme, on a montré qu'il existe des processus conscients qui sont associés avec des capacités cognitives. Le cerveau qui fonctionne, qui est capable de faire tout un tas de choses, et finalement, l'ensemble de ces capacités aboutit à des processus conscients qui commencent à être bien définis et bien caractérisés chez l'homme. L'idée, c'est de dire, la considération philosophique actuelle, je dirais la majorité des penseurs philosophes actuels, dit, si on observe des capacités et des processus cognitifs chez les animaux similaires à ceux qu'on a observés chez l'homme, on peut donc très vraisemblablement supposer qu'il y a des processus conscients.
Et c'est cette démarche en particulier qui est utilisée par tous les chercheurs qui travaillent en psychologie expérimentale comparée. Ils utilisent cette démarche de dire, écoutez, on va rechercher chez les animaux si on a des processus, des capacités cognitives qui sont similaires à ce que l'on observe chez l'homme. S'il y a ces similitudes, nous on se permet de conclure, donc, dans notre cas, qu'il y a des processus conscients. Le deuxième angle d'attaque, qui, comme je le disais, s'est énormément développé au cours du XXe siècle, c'est les approches biologiques. Et les biologistes se sont pas trop penchés sur cette approche-là, ils se sont plutôt demandé finalement, bon, les processus conscients, c'est quoi? Quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent la conscience? En un mot, comment ça marche, hein, pour faire court. Et c'est plutôt la version, disons, biologique des choses. Donc nous, notre démarche, ça consistait à s'inspirer un peu de ces deux types de considérations, c'est-à-dire partir des connaissances biologiques qui sont acquises chez les humains pour analyser et réfléchir sur les données comportementales et neurobiologiques qui sont disponibles chez les animaux. Et voir, par ce passage de l'homme à l'animal, dans une logique de dire si on observe chez l'un, vraisemblablement qu'il s'agit chez l'autre, voir qu'est-ce que l'on peut conclure. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, pour réaliser ce travail d'analyse des travaux publiés, je vous rappelle que dans cette expertise, nous n'avons produit aucun résultat original, nous nous sommes contentés, si je puis dire, d'analyser les données de la littérature scientifique. Il faut savoir que la quasi-totalité des travaux auxquels on fait référence chez les animaux, les biologistes ne se mouillent pas trop, ils ne parlent pas de conscience, ils parlent de tel ou tel processus cognitif, et ils trouvent que c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà donc la démarche qu'on a mise en place. Donc, dans la première partie de ma présentation, je vais vous présenter quelques grandes idées, quelques grandes données sur la conscience chez l'homme, qui sont des données importantes et qui effectivement constituent un peu des éléments structurants pour une réflexion ensuite et l'analyse des données chez les animaux. Donc, première donnée importante quand on parle de la conscience chez l'homme, c'est de bien réaliser que la conscience, il faut le voir comme étant un processus bidimensionnel. Il y a à la fois des niveaux et des contenus de conscience. Alors les niveaux de conscience, c'est quoi? C'est la vigilance. Hein. Soit on est dans le coma, soit on est éveillé. Vous comprenez bien que c'est ce qu'on appelle donc le niveau de vigilance. Le contenu de conscience, c'est plutôt justement tout ce que l'on a comme connaissance personnelle, perception de l'environnement, de ce qui se passe autour de nous, et dans la conscience aussi, il y a l'analyse de cette perception et comment on l'intègre et comment on la restitue sous forme de comportement. Et là, on a effectivement tout un gradient de contenu possible, pouvant aller, par exemple, sommeil profond, sommeil paradoxal. On voit bien la différence qu'il peut y avoir en termes de contenu entre ces deux situations. Donc ça, c'est déjà un premier élément important, c'est de bien séparer les niveaux des contenus quand on parle de conscience. La deuxième idée importante que l'on a extrait un peu de notre travail d'expertise, qui ressort un peu de tous ces travaux qui existent sur la conscience chez l'homme, c'est les corrélats neuronaux, comment ça fonctionne. Alors, chaque fois qu'on parle de corrélats neuronaux au niveau cérébral, on est tenté de vouloir dire telle partie du cerveau, telle zone du cerveau est responsable de telle capacité à parler, à voir, à chanter, etc. Ce qui est important de voir, c'est que dans le cas de la conscience, les collègues qui sont les neurobiologistes spécialistes des corrélats neuronaux de la conscience chez l'homme nous disent le plus important, ce n'est pas la localisation de telle ou telle structure. Le plus important, c'est l'existence de deux phénomènes que je vous ai indiqués ici. D'une part, une cohérence neuronale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des phénomènes conscients, on observe des activités neuronales qui sont indiquées par les lignes bleues et qui sont toutes synchrones. Toutes ces activités sont synchrones et se complètent les unes les autres. Et ça, c'est très clair. Il y a une cohérence neuronale dans une situation de perception de processus conscient, ce que dans leur jargon, les collègues appellent la connectivité. Vous imaginez bien que si tout le monde est synchrone, les zones elles peuvent dialoguer entre elles, elles peuvent se parler. Au contraire, quand il y a de disconnexion des activités neuronales, on imagine bien que là, la cohérence du système, elle n'est pas terrible. Hein. Sans être spécialiste de neurobiologie, on voit bien l'image. Ça, c'est la première idée forte. Une cohérence neuronale associée à la conscience. La deuxième idée forte, c'est les boucles de rétroaction. C'est clair que différentes zones du cerveau sont impliquées dans ces processus conscients chez l'homme, mais ce qui est important, c'est les deux phénomènes globaux qui se mettent en place, des phénomènes de balayage de l'avant
de l'arrière vers l'avant, une activité électrique qui part de l'arrière, qui remonte vers l'avant, et ensuite des boucles de rétroaction, et tout ça, ça tourne. Donc on a affaire à un système conscient qui mobilise tout un tas de parties du cerveau, avec des systèmes de balayage vers l'avant et des systèmes de boucles de rétroaction. Donc deux caractéristiques fortes en termes de corrélats neuronaux qu'il faut bien garder en tête. Ça, c'est ce qui est décrit chez l'homme. On arrive, grâce à tous les travaux qui ont été faits, actuellement à des propositions sur comment fonctionnent, des propositions sur quelle est la théorie, comment expliquer le fonctionnement de la conscience. Et actuellement, le modèle qui est le plus consensuel, c'est le plus consensuel dans le monde scientifique, c'est de parler d'espace global de travail. Avec ce que je vous ai dit précédemment, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Un espace global où on va travailler. À gauche, l'état inconscient. Il y a un stimulus qui vient de l'extérieur, qui n'est pas indiqué sur ce graphique, mais vous l'imaginez, n'importe quel stimulus, et qui va activer telle ou telle zone. Mais on va rester dans des activations locales. Et ensuite, retour, réponse de l'animal. Au contraire, état conscient, qu'est-ce que l'on observe? Tout un tas de circulation d'informations, antéro-postérieure, postéro-antérieure, etc., feedback. Résumé ou schématisé dans le schéma du dessous, il n'y a pas une baguette? On voit bien que soit on a activation, ça c'est un schéma qui résume un peu le fonctionnement du cerveau et de la conscience, soit suite à une activation, on active quelques processeurs en périphérie, mais ça reste localisé, et qui sont activés automatiquement, là on a des réponses automatiques inconscientes, soit on active en périphérie des processeurs, mais qui sont capables, grâce à des connexions longues, d'activer un noyau central qui est l'espace global de travail. Et là, les informations tournent, les informations circulent, et le cerveau se met en quelque sorte en résonance. On a un processus conscient. Donc ça, c'est les théories actuelles, et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'espace global de travail, et c'est autour de ces éléments-là de réflexion, donc, que nous, on a essayé de réfléchir un petit peu, à partir des données chez les animaux, qu'est-ce que l'on pouvait dire. Alors, la conscience chez les animaux. Avant de rentrer dans le détail, 2-3 idées importantes. Bien voir qu'on compare d'un côté les animaux, avec une très large diversité d'espèces, sauvages, domestiques, etc., à l'homme qui est une seule espèce. Donc il faut bien voir ce que l'on compare. Quand on va parler des animaux, une très large diversité. Et vous verrez dans la conclusion, on reviendra sur cette idée-là parce qu'elle est importante. La deuxième idée, mais ça vous le savez tous, pas de narration chez les animaux. Il n'empêche que l'on peut travailler sur les processus conscients parce qu'il y a des réponses comportementales et neurobiologiques qui sont les outils privilégiés pour aborder. Et ces réponses comportementales et neurobiologiques, quand on sait bien les décrypter, finalement, elles nous disent pas mal de choses. Bon, et comme je vous l'avais dit, la plupart des études qui ont été réalisées chez les animaux n'étaient pas a priori destinées à ça, mais on s'est autorisé, disons, une analyse de ces données, une réflexion autour de ces données que je vais vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, c'est très simple. On est parti des grands domaines où il y avait inférence de la conscience, et ces grands domaines étaient définis évidemment à partir de tout ce que l'on savait chez la conscience chez l'homme, et on a recherché dans ces grands domaines qui ont été aussi étudiés chez les animaux, on a essayé de savoir si la conscience nous permettait une interprétation des comportements observés. Alors, on a choisi arbitrairement 4 domaines, l'idée c'était pas de couvrir la totalité des espaces conscients. Donc on s'est limité aux émotions, métacognition, gestion du passé et du futur et la cognition sociale. Et à chaque fois, on a cherché à retrouver chez les animaux s'il y avait des processus similaires qui étaient à ce qui avait été décrit chez l'humain, à savoir des interactions entre différents processeurs, perception, mémoire, attention, et s'il y avait des interactions entre structures neuronales. Premier exemple, la conscience et les émotions. Les données qui existent chez l'humain disent clairement l'émotion n'est pas une réponse réflexe, et pour faire court, l'émotion qui est ressentie par un individu dépend de la manière dont l'individu évalue la situation. Et dans l'exemple que je vais vous donner ici, c'est un exemple où justement a été étudié chez les animaux la prévisibilité, c'est-à-dire cette capacité d'évaluer la situation. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Eh bien, c'est une expérience qui est assez simple. Les chèvres sont soumises à une distribution intermittente d'aliments,
Et pendant la distribution de l'aliment, parfois, il y a un événement soudain perturbateur qui se met en place, l'apparition du damier. Mais soit le damier apparaît de manière aléatoire, soit il apparaît en étant précédé d'un signal sonore. Qu'est-ce que l'on constate? Lorsque c'est un événement aléatoire, l'animal a un fort sursaut, une forte tachycardie. Lorsque c'est un événement signalé, il y a une réduction de la tachycardie, il y a une réduction de l'émotion. Ainsi, on en conclut que la possibilité d'anticiper un événement a réduit l'intensité des réactions émotionnelles. L'animal a une certaine conscience de son environnement. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre, parmi d'autres, les relations qu'il y a entre conscience et émotion. Deuxième exemple, conscience et métacognition. Alors qu'est-ce que c'est que la métacognition? La métacognition, c'est la capacité à évaluer le niveau et l'état de ses connaissances. C'est la définition classique, et bien évidemment, cette capacité à évaluer le niveau et l'état de ses connaissances est associée à des processus conscients, c'est la définition chez l'homme. L'exemple que je vais vous décrire ici a été réalisé chez le rat, qui est capable effectivement d'évaluer son niveau de connaissance. On apprend à un groupe de rats à différencier des sons courts et des sons longs. Lorsqu'il a bien appris ça, il appuie sur une touche en répondant à la tâche, il appuie sur un des deux leviers. Si le son est court et qu'il l'a bien détecté, il a une récompense. S'il se trompe, il n'a pas de récompense. Dans un deuxième temps, on complexifie la tâche. On propose un son qui est intermédiaire entre court et long, et on propose une troisième possibilité, la possibilité de décliner la tâche. C'est-à-dire de dire, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Que plus la difficulté est grande, c'est-à-dire plus le son qui est proposé est intermédiaire entre court et long, plus les rats vont utiliser la réponse, le troisième bouton, décliner la tâche, qui leur donne une récompense intermédiaire, le rat préférant avoir une récompense intermédiaire plutôt que de tout perdre une fois sur deux. Donc, le rat décline la tâche quand la discrimination entre les sons courts et les sons longs devient difficile. Il a une récompense intermédiaire qu'il préfère à une récompense aléatoire. Donc, le rat a évalué s'il savait ou s'il ne savait pas. Ça, ce sont deux exemples parmi tout un tas d'autres exemples sur lesquels on a travaillé, qui montrent effectivement qu'il y a des processus qui peuvent être interprétés comme étant des processus conscients. En termes de corrélats neuronaux, on a regardé un petit peu qu'est-ce que disait la littérature. La situation est plus difficile et peut être plus complexe. Il y a effectivement des homologies de structure neurale entre certains animaux et l'homme. Et automatiquement, on est tenté de dire, puisqu'on retrouve un peu les mêmes structures importantes chez l'homme pour la conscience, telles que le néocortex, et qu'on les retrouve chez certains animaux, ça marche. Donc on retrouve les mêmes structures cérébrales entre hommes et les mammifères, par exemple. Des structures assez similaires. Là, on est content. Par contre, il y a d'autres animaux pour lesquels ça ne colle pas. C'est-à-dire, on ne retrouve pas ces structures, on n'a pas de néocortex chez les poissons, par exemple. Alors, on serait tenté de dire, finalement, peut-être que la conscience est limitée uniquement aux mammifères. Sauf que, premièrement, c'est pas parce qu'il y a homologie de structure qu'on a la même fonction. Donc, c'est pas parce qu'ils ont les mêmes structures que ça colle. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes structures qu'il n'y a pas une autre structure qui ferait le même boulot. Donc, finalement, l'homologie de structure ne nous permet pas de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence de conscience. D'autant que des résultats plus récents, obtenus chez un animal, c'est des travaux qui commencent à se développer chez les animaux, montrent que l'on a, comme chez l'homme, des processus, là les tâches, c'est des activités obtenues en imagerie de zones cérébrales. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'expérience, mais c'est juste une expérience qui vous montre qu'on est capable d'étudier chez les animaux ces phénomènes de balayage et de rétroaction antéro-postérieure dans différentes situations où l'animal observe un phénomène conscient ou dans des cas de figure où l'animal n'observe pas le phénomène conscient parce qu'il y a un processus de masquage. On ne rentre pas dans le détail de l'expérience, mais on a démontré chez les animaux des phénomènes de balayage qui sont aussi identiques avec ce qu'on a observé chez l'homme. C'est les premiers travaux qui ont été faits chez le macaque et on espère que dans les années prochaines, des travaux similaires pourront être faits chez d'autres espèces. Donc les corrélats neuronaux ne vont pas du tout à l'encontre de l'idée qu'il pourrait y avoir des processus conscients chez les animaux quand on étudie ces structures neurales chez les animaux. Au final, notre proposition est la suivante, une représentation fonctionnelle des systèmes qui seraient impliqués dans la conscience chez les animaux.
c'est un schéma qui résume, je dirais, c'est un schéma du cerveau. Dans ce schéma, je fais apparaître à l'extérieur différentes grandes fonctions cérébrales, et au centre, le noyau qui pourrait être le noyau de type conscience, un stimulus qui arrive de l'extérieur, qui active les systèmes perceptifs, qui active ensuite les systèmes d'attention. On va avoir ensuite comparaison de ces informations avec les systèmes mnésiques et le système émotionnel. Qu'est-ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que, en termes d'émotion et d'évaluation, à quoi ça me fait penser? Il y a un processus d'évaluation qui se met en place, toujours dans cette zone commune, dans cet espace commun de travail, et finalement, on en arrive à une décision, une intention d'action, planification. Voilà le processus tel que nous, on le propose pour faire fonctionner, je dirais, le processus conscient qui serait présent chez les animaux, à l'image de ce qui a été décrit chez l'homme. Voilà. Dernier je pense que c'est l'avant-dernier diapositive, donc ça ne va pas être trop catastrophique. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est bien d'avoir de la conscience. Quand on a la mobilité, quand on bouge, on voit très bien l'intérêt pour l'animal de bouger, mais à quoi la conscience peut servir? Immédiatement, les chercheurs, effectivement, ont envisagé un rôle de l'inconscience dans l'adaptation de l'animal à son milieu. Et l'analyse des données de la littérature suggère que la conscience n'est pas essentielle pour la résolution des problèmes d'adaptation. Moi qui travaille sur l'adaptation, je peux vous dire que j'ai travaillé pendant 30 ans sur l'adaptation des animaux, et ce n'est que récemment que j'ai entendu parler de la conscience. Il n'empêche que c'est certainement une capacité qui, par les processus d'identification et de mémorisation de la nature et des objets, facilite la survie. Ça doit faciliter aussi des actions flexibles et adaptables, en particulier lorsqu'on a affaire pour l'animal à un environnement incertain ou des situations ambiguës. Et le troisième point, c'est aussi des processus qui doivent favoriser les interactions entre individus, la reconnaissance de l'autre, la compréhension de l'autre, le désir, et qui jouent évidemment un rôle important pour la survie ou la reproduction. Donc la fonction de conscience, la fonction de la conscience est donc d'intégrer les informations, de résoudre les ambiguïtés, de favoriser les comportements. Il faut cependant bien avoir conscience que quand on parle de processus conscient, derrière il y a toute une machinerie neuronale qu'il faut mettre en place, c'est un coût énergétique, et on peut émettre l'hypothèse que peut-être suivant les espèces, l'investissement dans cet équipement permettant des processus conscients n'est pas nécessairement le même chez tout le monde. Peut-être que certaines espèces préfèrent travailler de manière plus simple parce que ça coûte moins cher en termes d'énergie. Ça, c'est une réflexion à creuser. En conclusion, le travail d'analyse des données publiées que nous avons réalisées nous permet de suggérer chez les animaux la présence de processus conscients. Vraisemblablement, compte tenu déjà des premières informations que l'on a sur des espèces animales très diverses et des réponses qu'on observe, on a des contenus qui sont très variables suivant l'espèce animale considérée et le lieu de vie. Et ces contenus et ces modalités sont vraisemblablement différentes, je dirais, in fine, de ce qui est observé chez l'humain, même si en termes de fonctionnement, on trouve des processus qui sont identiques. Ça, c'est toute la discussion que l'on pourra avoir. Le dernier point qui me paraît plus important, c'est que maintenant, il est primordial, il nous paraît primordial de conforter ces conclusions par des travaux de recherche qui porteront effectivement sur plus d'espèces animales, élevées dans différents milieux, animaux de rente, animaux d'élevage, et pour pouvoir ainsi mieux caractériser ces processus, espèce par espèce, milieu par milieu. Et en particulier, par exemple, déterminer pour une espèce donnée dans un milieu donné, quels sont les processus qui sont conscients versus des processus qui sont automatiques et non conscients. À mon avis, chaque espèce le gère au mieux et en fonction de ses besoins. Merci Patrick. Alors je crois que tu es conscient d'être frustré parce que tu as pas pu dire tout ce que tu voulais dire.